suis Raymond Taube, directeur de l'Institut de droit pratique, et je vais aujourd'hui vous parler de recouvrement de créances. Cette formation est extraite d'une formation plus longue, d'une formation de 2 jours, qui fait l'objet d'une certification de compétences à la suite d'un examen de certification. La version longue, la version certifiée, est également organisée sous forme de formation à distance, comme cette mini-formation à laquelle vous assistez aujourd'hui. Alors, la formation du jour, la formation à laquelle vous assistez précisément, n'a pas pour objet de délivrer une certification, ni de faire de vous des experts de tous les domaines de la prévention et du recouvrement des impayés. Dans cette formation courte, nous allons droit à l'essentiel. Donc nous n'allons pas examiner toutes les démarches préventives, les garanties conventionnelles, les cautions, les hypothèques et nantissements conventionnels ou judiciaires, les clauses de réserve de propriété. Nous n'allons pas non plus voir en détail toutes les contestations possibles que votre débiteur pourrait tenter de faire valoir, ce qui est d'ailleurs une méthode qui est parfois utilisée. Et nous allons tout de même l'aborder. Il advient par exemple que certains débiteurs de mauvaise foi inventent de toutes pièces un argument pour justifier le non-paiement. Une faute que vous auriez commise, un défaut de conseil, un défaut de réalisation, un défaut de livraison, un retard, etc. Tout ça pour ne pas être obligé, ou du moins pour justifier l'impayé. Mais comme nous le verrons, dans la plupart des cas, les procédures de recouvrement de créances ne souffrent d'aucune contestation sérieuse et se limitent dans l'immense majorité des cas au choix entre le référé et l'injonction de payer. Qu'est-ce que l'on peut faire lorsque l'on est un chef d'entreprise, un dirigeant de TPE, de PME, lorsque l'on est un expert comptable, lorsque l'on est un commerçant, un professionnel libéral? Qu'est-ce que l'on peut faire pour recouvrer ses créances sans nécessairement avoir recours au service d'un avocat? Nous verrons que parfois il faut passer par un huissier qui est incontournable, mais il s'agit à ce moment-là de demander à l'huissier de signifier un acte, ce qui va coûter. Signifier, c'est apporter à votre adversaire un acte, ce qui revient à 80-90 €. Lors de mes formations consacrées au recouvrement de créances, mes stagiaires, comme on dit, me disent presque systématiquement: Monsieur, c'est bien joli de nous parler d'injonction de payer, de référé et de procès, mais si jamais nous engageons une telle procédure, nous avons une certitude, c'est de perdre notre client. Et d'ailleurs, nous n'avons pas la certitude, c'est toujours vrai malheureusement, ou c'est très souvent vrai, d'arriver au bout du processus. On peut obtenir une condamnation judiciaire, on peut obtenir une décision de justice. Encore faut-il que le débiteur soit solvable, sinon ça ne sert à rien. On peut très bien s'afficher, encadrer dans son bureau une ordonnance d'injonction de payer, une ordonnance portant injonction de payer, ou une ordonnance de référé. Si derrière il n'y a pas de solvabilité, malheureusement, votre procédure aurait été un succès théorique et non pas pratique et pragmatique. Il y a une constante en matière de difficulté des personnes ou des entreprises. On ne passe pas instantanément d'une situation où la personne ou l'entreprise fait face à l'ensemble de ses engagements à une situation de cessation de payer ou de surendettement s'il s'agit d'un ménage, d'un particulier. En général, au début, ne sont payés que ceux que le débiteur ou client estime avoir le plus d'intérêt à payer. Parfois ceux qui sont le plus virulents. Alors ça peut être les fournisseurs, ça peut être l'URSSAF, et ça devrait être vous. Donc comment le convaincre? Alors parfois c'est compliqué. J'entends par exemple des experts comptables qui me disent: oui mais vous savez monsieur, mon client il considère que je suis un petit peu la dernière roue du carrosse. Alors comment convaincre le client? Comment, dans cet exemple-là, l'expert comptable va-t-il convaincre son client qu'il est important de maintenir, de garder, de payer son expert comptable? Si l'expert comptable ne fait pas le bilan, n'établit pas le bilan, les conséquences peuvent être dramatiques pour le client. Donc, il faut comprendre, il faut faire comprendre à votre client qu'il est vraiment de son intérêt de vous payer. Quand je vous dis qu'il faut tenter d'éviter, autant que faire se peut, le procès, il peut se dégager une contradiction entre, d'une part, la nécessité, ou on va dire l'intérêt
de tenter de maintenir la relation commerciale et donc de ne pas aller en justice, et une autre réalité qui est que l'une des conditions du recouvrement de créances efficace, c'est la célérité, la diligence, l'efficacité. Donc, il faut être rapide parce que, comme on disait, au début, ne sont payés que ceux que le débiteur estime avoir le plus d'intérêt à payer et ensuite plus personne. Mais si vous attendez trop longtemps, vous allez vous retrouver avec le plus personne. Donc, il ne faut pas non plus attendre, il ne faut pas traîner, il faut être efficace, il faut être rapide. Et le but d'une procédure judiciaire est d'obtenir ce que l'on appelle un titre exécutoire. Un titre exécutoire, c'est justement une décision de justice. Il y a d'autres titres exécutoires, comme nous le verrons, et une décision de justice permet donc de faire une saisie. C'est en ce sens que c'est exécutoire. Mais déjà, ça ne résiste pas à une procédure collective. Si votre débiteur, dont vous avez obtenu la condamnation, dépose son bilan, eh ben, votre titre exécutoire ne vous servira pas à grand-chose. Donc on peut essayer de trouver d'éventuelles garanties ou alternatives qui pourraient résister à un dépôt de bilan. Mais il existe également des moyens d'obtenir un titre exécutoire sans passer par le tribunal. Parce que les décisions de justice sont des titres exécutoires, mais un acte notarié peut également en être un, et puis il y en a d'autres que nous verrons. Donc il peut être tout à fait utile, opportun, de proposer à votre client de signer un engagement, de s'engager sur quelque chose. Ce quelque chose est exécutoire, ça veut dire que si ce n'est pas respecté, il ne sera pas nécessaire de passer par la case tribunal, on pourra aller directement à la case saisie, si tant est que votre débiteur soit tout de même solvable. Vous devez d'abord rassembler les justificatifs de votre créance. Vous allez me dire, c'est facile. Alors ça dépend. S'il y a un bon de commande, un bon de livraison, effectivement, il faut que ces documents soient présents. Parfois, c'est plus délicat. Si vous avez signé une convention, s'il y a un contrat, il faut avoir tous les éléments du contrat. Ensuite, on ne commence pas une procédure directement. Avant un procès, je suppose que vous avez fait des relances. Il faut faire une première relance. Ensuite, on laisse un temps raisonnable, mais pas trop long. Ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, pour que le client s'exécute, pour qu'il vous paye. On peut faire une deuxième relance. Ensuite, on peut le mettre en demeure de payer. Une mise en demeure de payer, il ne faut pas nécessairement qu'elle soit intitulée mise en demeure de payer, mais il faut que le débiteur, le client débiteur, souvent on considère qu'à partir de la mise en demeure de payer, on passe du client au débiteur. Donc la mise en demeure peut être intitulée mise en demeure, dernier avis avant poursuite. Elle peut également prendre la forme d'une sommation d'huissier. Une sommation d'huissier, non pas un commandement, puisque comme nous le verrons, un commandement est délivré en vertu d'un titre exécutoire, c'est-à-dire qu'on est juste avant la saisie, alors qu'une sommation n'est qu'une sorte de mise en demeure un petit peu plus solennelle. On peut également s'adresser à une société de contentieux, on peut s'adresser à un avocat. Donc ça, c'est l'avant-procès. Je dirais l'avant-procès écrit. Il est également possible d'adresser des relances par email, même s'il vaut mieux que la mise en demeure ait un côté plus solennel, non pas que ce soit nécessairement une obligation légale, mais il est préférable que la mise en demeure prenne tout de même la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception ou alors d'une sommation d'huissier. Si vous adressez un mail à votre client et qu'il vous en accuse réception, eh bien ça a une valeur tout à fait probante devant un tribunal. Il vous faut ensuite chiffrer votre créance. Pourquoi chiffrer la créance? En général, ça ne vous pose pas de difficulté, mais il faut simplement savoir que si votre débiteur est un particulier et pas un commerçant, le montant de la créance va avoir une influence sur le tribunal compétent. Jusqu'à 10 000 €, ce serait le tribunal d'instance. Au-dessus de 10 000 €, ce serait le tribunal de grande instance ou le président du tribunal de grande instance en cas de référé ou d'injonction de payer. Mais si votre débiteur est un commerçant, quelle que soit la valeur en litige, ce sera toujours le tribunal de commerce qui sera compétent. Néanmoins, il faut toujours chiffrer de manière précise sa créance, le principal, les intérêts, les clauses pénales, etc., afin de ne pas donner au débiteur un argument de contestation. Autre élément absolument essentiel, il faut s'assurer que la créance n'est pas prescrite, que l'action judiciaire en tout cas n'est pas prescrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'allons pas maintenant étudier l'ensemble du régime des prescriptions, il y en a toute une série. Simplement,
retenez qu'il y a 2 prescriptions essentielles, 3 peut-être. Si votre débiteur est un commerçant et que vous en êtes un également, donc on est dans le recouvrement commercial entre professionnels, le délai de prescription est de 5 ans. Ça veut dire que vous avez 5 ans pour faire quoi? Pour faire un procès. Éventuellement autre chose, nous allons y venir. Pour agir. Vous avez 5 ans pour agir. Et si vous n'avez pas agi dans les 5 ans, à ce moment-là, que va-t-il se passer? Si vous avez loupé le coche, si vous avez fait une procédure, assigné votre débiteur commerçant devant le tribunal au bout de 5 ans et demi, mais que lui ne soulève pas la prescription, ne réclame pas l'application de la prescription, il sera tout de même condamné. Car en cette matière, et c'est vrai dans la plupart des cas, le juge est lié par les demandes qui lui sont faites. Enfin, autant ne pas jouer au feu. De toute façon, attendre 5 ans pour engager les hostilités, ce n'est pas forcément très prudent. Donc, prescription entre commerçants, 5 ans. La prescription entre particuliers est aussi de 5 ans. En revanche, si votre débiteur est un particulier et que vous êtes un commerçant, le délai de prescription est de 2 ans. Alors, il faut savoir qu'entre commerçants, le code du commerce permet par voie conventionnelle de modifier le délai de prescription. Si vous êtes dans une relation entre un commerçant et un particulier, le délai de prescription est de 2 ans. Il ne peut pas être modifié par voie conventionnelle. Je disais qu'il y avait un 3e délai de prescription qu'il était bon de connaître, c'est celui des voies d'exécution, de l'exécution des décisions de justice. Ça veut dire, en gros, votre jugement, une fois que vous l'avez, il est valable combien de temps? La réponse est 10 ans. Donc vous avez 10 ans pour faire exécuter une décision de justice. Je sais bien que ça vous paraît un petit peu bizarre et qu'on est presque dans une hypothèse d'école. Pas tout à fait, mais sachez simplement que c'est un délai, le délai qu'on a pour faire exécuter une décision de justice. Cela étant dit, une autre question est importante en matière de prescription. Ce n'est pas seulement les délais, mais également qu'est-ce qui l'interrompt? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le délai de 2 ans ou de 5 ans? Nous avons dit qu'il fallait faire un procès. Et quand je dis faire un procès, ce n'est pas une mise en demeure, c'est réellement engager une procédure judiciaire. Alors, il y a des exceptions. Le fisc n'est pas obligé d'engager une procédure judiciaire. Il se fabrique lui-même ses titres exécutoires. Mais vous devez engager une procédure. Mais il y a d'autres méthodes. Et ça, vous allez voir que ça peut être tout à fait utile de les connaître et parfois de les appliquer. La reconnaissance de dette par le débiteur interrompt également le délai de prescription, en gros, remet le compteur à 0. Qu'est-ce que c'est une reconnaissance de dette? Ça ne veut pas forcément dire, ça veut aussi dire, mais pas uniquement, qu'il vous écrit « je reconnais vous devoir tel jour, telle somme, etc. » Ça peut être ça. Mais ça peut également être autre chose. Si votre débiteur vous écrit en vous demandant un délai, cela interrompt la prescription, cela vaut reconnaissance de dette. Si votre... Bon, quand je dis vous écrit, ça peut être vous envoie un mail. Si votre débiteur vous fait une proposition de remboursement, enfin de paiement, un échéancier, cela également interrompt la prescription. Donc il peut être parfois utile, si vous voyez que vous n'êtes pas très loin de la date limite du délai de prescription, et que vous n'avez pas nécessairement envie d'engager une procédure, ou que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, ou que vous voulez encore tenter des démarches alternatives, il peut être utile d'écrire à votre débiteur, d'envoyer un mail à votre débiteur, de lui dire « écoutez, je suis sympa, je ne vous rentre pas dedans, je ne fais pas de procès, mais faites-moi une proposition pour me dire dans quelles conditions vous allez payer, faites-moi quelque chose de précis, puisque la Cour de cassation a dit qu'une simple négociation ne valait pas reconnaissance de dette et donc interruption de la prescription. En revanche, s'il vous fait un échéancier précis, à ce moment-là, cela remettra le compteur de la prescription à 0. Donc, interruption de la prescription par procédure judiciaire ou par reconnaissance de dette, dans les formes que nous venons d'indiquer. Pour renforcer votre créance, vous pouvez également, comme nous l'avons indiqué en introduction, je le rappelle simplement ici, proposer à votre client, débiteur, c'est selon, des garanties. Vous pouvez lui dire, écoutez, je ne fais pas de procédure, mais apportez-moi une caution, en espérant qu'elle soit solvable. Vous pouvez également envisager une solution, une garantie conventionnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Un nantissement du fonds de commerce. Votre débiteur peut également vous donner en garantie son bien immobilier par le biais d'une hypothèque. Toutes ces démarches, nous ne les étudierons pas dans le cadre de cette petite formation. Par contre, sachez
qu'il existe une démarche qui est parfois très utile, qu'on appelle la cession de créance, et que la loi Macron a simplifiée. De quoi s'agit-il? Si votre client vous dit « Écoutez, je ne peux pas vous payer, je vous paierai quand moi-même je serai payé, ou quand j'aurai récupéré un crédit de TVA », qu'à cela ne tienne. Autant que le client de votre client, au lieu de le payer lui, il vous paye vous directement. Au moins vous avez la certitude. Comme dit, dans ce domaine-là, les certitudes, il faut les oublier. Il n'y a jamais de certitude absolue. Mais au moins, vous avez une manière de court-circuiter en quelque sorte le paiement et de demander au client de votre client de payer directement. Ça s'appelle une cession de créance. C'est un acte auquel le cédé, comme on dit, ne peut pas s'opposer. Il n'intervient d'ailleurs pas à l'acte. L'acte de cession lui est simplement notifié. Avant la loi Macron, il s'agissait d'une signification par huissier. Aujourd'hui, c'est une simple notification par lettre recommandée avec AR tout de même, qui permet d'entériner cette cession de créance. Et si vous rédigez correctement votre acte, vous aurez la possibilité de vous retourner contre les deux si jamais la cession ne porte pas ses fruits. Donc la cession de créance est une démarche, une alternative au procès que l'on devrait envisager plus souvent, surtout dans l'hypothèse où on vous dit « je vous paierai dès que je serai payé ». Obtenir un titre exécutoire sans engager de procédure judiciaire est une solution, une hypothèse à laquelle on ne pense pas assez souvent. Qu'est un titre exécutoire? Une décision de justice, déjà nous l'avons dit. Encore que certaines décisions de justice ne sont pas exécutoires en cas d'appel. Ça veut dire que dans certains cas, le fait de faire appel suspend l'exécution de la décision de justice. Mais enfin, je ne m'étendrai pas sur cela. Un commandement fiscal est un titre exécutoire. Une sentence arbitrale est exécutoire. Un jugement étranger est, sous certaines conditions parfois, exécutoire. Savez-vous qu'un chèque sans provision, ou plus exactement le certificat de non-paiement du chèque sans provision que votre banque vous aura remis, ce certificat, lorsqu'il est signifié par voie d'huissier à votre débiteur, vaut titre exécutoire, est un titre exécutoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes victime d'un impayé, vous pouvez donc dire à votre débiteur « je ne vous fais pas de procédure, mais faites-moi un chèque, que je n'encaisserai pas tout de suite ». On n'a pas le droit en principe de post-dater des chèques, mais vous pouvez lui dire, c'est une question de relation de confiance également, vous me faites un chèque et je l'encaisserai au moment convenu. Eh bien, si le chèque revient impayé, vous ne serez pas obligé de passer par la case tribunal. On pourrait presque appliquer le vieil adage « donner ses données, reprendre ses volets », payer par chèque, c'est comme payer cash. Le paiement ayant déjà été effectué, on n'a plus à aller en justice pour justifier quoi que ce soit. Je le répète, la signification par huissier de justice du certificat de non-paiement d'un chèque impayé est un titre exécutoire. Autre titre exécutoire que l'on peut obtenir sans procès, la reconnaissance de dette devant notaire. Un acte notarié. Alors si je veux être précis, la copie de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire. Mais on ne va pas entrer dans les détails, ça le notaire saura faire. En gros, ce qu'on peut dire, si on veut résumer, c'est qu'un acte notarié, une reconnaissance de dette faite devant notaire, devient un titre exécutoire en cas de non-respect de l'échéance de paiement. Enfin, la loi Macron a instauré, a créé un nouveau titre exécutoire qui s'apparente à celui que nous venons d'évoquer devant le notaire, mais qui cette fois passe par un huissier de justice. Donc il s'agit d'une forme de convention entre le créancier et le débiteur. On passe par un huissier de justice qui est écrit à ce moment-là au débiteur, et si celui-ci répond favorablement dans le délai d'1 mois, à ce moment-là, cette reconnaissance, cet accord devient un titre exécutoire, de sorte que s'il n'est pas respecté, à ce moment-là, on pourra aller directement à la case saisie sans passer par le tribunal. Comme pour l'acte notarié, nous n'allons pas étudier tous les détails, les délais, etc. Il y a des montants, limites pour ce type de choses. C'est surtout prévu pour les petites créances. Mais sachez que cela peut également être une alternative à la procédure judiciaire. Venons-en aux procédures judiciaires. La procédure de droit commun est l'assignation en paiement. La procédure normale, si vous voulez. Celle qui devrait être dévolue au recouvrement des impayés. L'assignation en paiement devant le juge du fond.
Le juge du fond, c'est le juge entre guillemets normal, puisque si je veux utiliser un moyen simpliste pour illustrer mon propos, je pourrais dire que normalement il faut aller au fond des choses et étudier la chose à fond, lorsque l'on est en justice. Donc le juge normal, le juge du fond, est celui qu'il faudrait saisir en cas de procédure de recouvrement. Sauf que c'est rarement le cas. En pratique, la procédure classique, l'assignation au fond, se fera surtout lorsqu'il y a une contestation sérieuse. Par exemple, une contestation sur l'interprétation d'un contrat. Ou alors si votre débiteur, si votre client conteste votre propre attitude, un défaut de conseil, un travail mal fait, une livraison tardive, etc. Lorsque je parle de contestation sérieuse, il ne s'agit pas de l'argument de mauvaise foi sorti de son chapeau le jour de l'audience ou peu avant. Il s'agit d'un vrai litige qui justifie un examen plus approfondi par le tribunal. Dans ce cas, effectivement, on utilisera la procédure au fond. Mais dans l'immense majorité des cas, le choix se fait entre l'injonction de payer et le référé provision. Voyons d'abord l'injonction de payer. L'injonction de payer, c'est un coup de bluff. On mise sur l'absence de réaction du débiteur. C'est une procédure extrêmement simple. Il n'y a pas d'audience, du moins dans une première phase, et très souvent la première phase reste la seule phase. Ça veut dire quoi? Je prends mon formulaire CERFA. S'il s'agit d'une procédure devant le tribunal de commerce, du moins celui de Paris, on peut même déclencher la procédure en ligne. On n'est même pas obligé d'imprimer son formulaire CERFA. Donc, on remplit sa demande, son formulaire, on y joint tous les justificatifs, la relance, la mise en demeure, etc., le contrat initial. On envoie tout ça par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal compétent, qui sera le tribunal de commerce entre commerçants, le tribunal d'instance, si le débiteur est un particulier, jusqu'à 10 000 € et le président du tribunal de grande instance, donc l'avocat n'est jamais obligatoire, au-dessus de 10 000 €, toujours dans l'hypothèse où le débiteur est un particulier. Je rappelle que si c'est un commerçant, c'est toujours le tribunal de commerce qui est compétent. Et le juge va examiner votre demande, votre requête afin d'injonction de payer. Donc en général, ça va vite, puisque c'est rarement contestable, ou c'est pas contestable, sinon vous n'auriez pas engagé cette procédure, et le juge remplit lui-même en bas de la requête, il y a la réponse, l'ordonnance, nous, président du tribunal de commerce 2, condamnons monsieur ou la société, etc., à payer la somme de... Bon. Une fois que cette requête, une requête est une demande en justice, est devenue une ordonnance, une décision de justice, elle vous est envoyée, à vous, le créancier, par le tribunal. À ce moment-là, vous disposez d'un délai de 6 mois pour la signifier par voie d'huissier à votre débiteur. Une fois que la signification est faite, votre débiteur dispose d'un délai d'1 mois pour faire opposition à l'ordonnance. Alors pourquoi faire opposition et pas faire appel? Faire appel consiste à dire les premiers juges ont mal jugé, je demande à ce que ce soit rejugé, à ce que la même affaire soit rejugée par une juridiction de rang supérieur par la cour d'appel. Alors que faire opposition, c'est autre chose. Faire opposition, c'est j'ai été jugé sans avoir été convié aux festivités, je veux que ça recommence, je veux que le même tribunal recommence, mais cette fois en ma présence, et je serai donc convoqué. Donc, si votre débiteur fait opposition dans le délai d'1 mois suivant la signification par huissier de justice, eh bien votre procédure, votre injonction de payer aura tout simplement été un coup d'épée dans l'eau, puisqu'il sera convoqué à une audience, et souvent les contraintes sont telles que les créanciers renoncent carrément, récupèrent leur dossier et font une nouvelle procédure, on recommence tout à zéro, on oublie l'injonction de payer, parce que le coup de bluff, en quelque sorte, aura échoué. Donc si vous avez le sentiment que votre débiteur est réactif, qu'il réagira, qu'il fera opposition, autant laisser tomber l'injonction de payer, parce que ça sera plus une perte de temps qu'autre chose. Si vous faites des lettres recommandées et qu'il répond à chaque fois, là, ça ne vaudra pas la peine de faire une injonction de payer. En revanche, si vous envoyez des courriers ou des mails qui restent sans réponse, là vous pouvez vous dire, ça vaut peut-être la peine de tenter le coup.
Très souvent, les professionnels, a fortiori des organismes de crédit à la consommation, lorsque leurs clients sont des particuliers, privilégient la procédure d'injonction de payer parce que le particulier a du mal à concevoir qu'on peut être condamné de manière définitive et irrévocable, sans possibilité d'appel. Si on laisse passer le délai d'un mois, il n'y a même pas de possibilité d'appel. Tout cela sans jamais avoir été convoqué devant un juge. L'autre procédure que l'on peut envisager en matière de recouvrement de créances est l'assignation en référé provision. Alors pourquoi provision? Parce que, comme le nom l'indique, on demande une provision, sauf que, c'est-à-dire un acompte, une somme, une partie de la créance. Mais ça, c'est de la théorie, puisqu'on peut tout à fait demander la totalité. On demande la totalité à titre provisionnel, également à titre provisoire. Pourquoi provisoire? Parce que si jamais une procédure au fond se greffe sur la procédure en référé, c'est la procédure au fond qui l'emportera sur le référé. Donc la décision, elle est rendue aussi longtemps qu'une autre décision n'est pas rendue sur le fond. Mais tout ça, c'est de la théorie juridique. Dans la grande majorité des cas, vous obtenez la condamnation de votre débiteur à payer la totalité de la somme et il n'y aura jamais de procédure au fond. Donc, si on est dans une situation compliquée, de toute façon, on va peut-être mieux aller voir un avocat, il faut également savoir que le juge des référés, enfin, il n'y a pas un juge des référés comme il y a un juge de l'exécution, comme il y a un juge aux affaires familiales, etc. C'est le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce, qui met parfois sa casquette juge des référés, comme au tribunal d'instance, il y a des audiences de référés et des audiences au fond. Mais par commodité de langage, on l'appelle juge des référés, donc celui que l'on appelle le juge des référés est parfois également appelé le juge de l'urgence et de l'évidence. En ce qui concerne l'urgence, même si vous ne vous retrouverez pas en faillite, si vous n'êtes pas immédiatement payé, on considère qu'il y a toujours une urgence à réclamer son dû et se faire payer. C'est tout à fait normal que l'on puisse utiliser une procédure de référé d'urgence pour demander la condamnation du débiteur à vous payer. Donc de ce point de vue-là, le critère d'urgence est toujours satisfait dans votre assignation en référé parce qu'il y a un acte à faire, il y a un écrit à faire, on demande quelque chose, il est tout de même bon de rappeler l'urgence, même si elle est en quelque sorte sous-entendue, même si elle va de soi, il vaut mieux la rappeler. La deuxième chose que l'on oublie souvent, c'est cette notion d'évidence. Et si je veux reprendre les termes de la loi, je ne vais pas parler d'évidence, mais d'absence de contestation sérieuse. Mais pour parler plus couramment, on va résumer ça à évidence. Donc la contestation sérieuse, nous l'avons déjà évoqué. Si c'est un problème d'interprétation du contrat, si par exemple votre débiteur estime que vous avez mal fait votre travail, que vous n'avez pas rempli vos obligations contractuelles, alors éventuellement la contestation peut être fondée et à ce moment-là, la seule chose que l'on peut obtenir du juge des référés, c'est une expertise. Mais il ne va pas statuer sur le fond. S'il y a une contestation, il ne va pas statuer en référé, plutôt dans le cadre d'une procédure urgente où l'on peut obtenir une décision en 15 jours, 3 semaines. Donc là, il faudra aller vers une procédure au fond. Maintenant, c'est vrai que sur la notion de contestation, tous les juges n'ont pas exactement le même regard sur les choses, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le droit est une science humaine et une science politique au sens étymologique du terme, et il découle de cela un considérable aléa judiciaire, puisque nous sommes un petit peu dans le royaume de l'interprétation. Donc, qu'est-ce qui est une contestation sérieuse? Vous avez des juges qui prennent en compte une contestation très tardive, éventuellement le jour de l'audience, ou peu de temps avant, en disant « bah oui, écoutez, vous comprenez, si j'ai pas payé, c'est parce que il a mal fait son boulot. » Bon. Et puis, vous avez d'autres juges qui considèrent que s'il n'y a jamais eu de contestation avant, de lettre recommandée, d'intervention du débiteur avant, et que c'est juste le jour de l'audience ou juste avant qu'il se présente avec une contestation, eh ben, elle ne sera pas considérée comme sérieuse. Donc, il y a discussion sur qu'est-ce qui est vraiment sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais, en général, lorsque vous avez fait votre travail, lorsqu'il n'y avait jamais eu de contestation et que simplement il y a un impayé, eh ben, on peut tout à fait faire un référé. Pourquoi le référé plutôt que l'injonction de payer? On a dit l'injonction de payer, c'est très efficace, on n'a même pas à se déplacer si le débiteur ne réagit pas, s'il ne fait pas opposition. Le référé, c'est encore plus rapide, en général.
Mais il y a une audience. Il faut se présenter à l'audience, il faut plaider sa cause. Il faut savoir qu'une plaidoirie du demandeur en référé, ça dure 1 à 2 minutes. C'est très simple. Hein. À telle date, nous avons signé tel contrat, le paiement devait intervenir à telle date, il n'a pas eu lieu, j'ai adressé une relance, une deuxième relance, une mise en demeure, on résume l'historique et on dit en conséquence, vu l'urgence, je suis bien fondé à solliciter, et on souligne qu'il n'y a jamais eu de contestation sérieuse, et on dit, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, je suis bien fondé à demander la condamnation de la société un tel ou de monsieur un tel, à me verser la somme de. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, ce que le débiteur peut éventuellement demander à l'audience, outre tenter de faire valoir une contestation, et je n'y reviendrai pas, il peut également demander des délais de paiement. La loi prévoit que le délai de paiement peut aller jusqu'à 2 ans. C'est 3 ans en matière de loyer, bon, mais c'est 2 ans en matière générale. Donc il peut demander 2 ans de délai de paiement, ça ne veut pas dire qu'il les obtiendra. C'est le maximum que le juge peut lui accorder sur l'arriéré. Alors là, il faudra vous y opposer. Il faudra dire, mais Madame ou Monsieur le Président, puisque le juge préside l'audience, Madame ou Monsieur le Président, ça fait 6 mois qu'il aura dû me payer, les délais de paiement qu'il réclame, il se les est déjà octroyés. En outre, cela a un effet extrêmement important sur ma trésorerie, moi-même j'ai des difficultés pour faire face à d'autres obligations, etc. Enfin, là je brode, mais vous broderez en quelque sorte avec votre réalité. Donc, il faudra essayer de s'opposer à la demande de délai de paiement. Voilà. Pour le reste, lorsque l'on fait un référé ou lorsque l'on fait une injonction de payer, il y a bien entendu des règles de procédure à respecter. Ce n'est pas l'objet de cette formation que de vous les indiquer en détail, ça prend du temps. Voilà. Donc, pour terminer, ce que je veux encore vous dire, c'est qu'une fois que vous avez votre décision de justice, il vous faudra donc encore de toute façon la signifier par voie d'huissier à votre adversaire, et qu'ensuite s'ouvrira la partie exécution forcée. Ça veut dire que vous devrez voir avec l'huissier quelle est la meilleure voie d'exécution, la plus appropriée. Est-ce que l'on va viser le compte bancaire? Est-ce que l'on va viser le salaire si c'est un particulier, un salarié? Est-ce que ça va être l'outil de travail? Est-ce que ça va être l'immobilier, etc. Il y a toute une série de saisies et il faudra voir donc avec l'huissier, en fonction des situations respectives et surtout de la situation de votre débiteur, laquelle vous semble la plus appropriée. L'Institut de droit pratique a également réalisé un outil de formation et d'aide à la décision que vous voyez ici, qui s'appelle Créance Plus, qui existe depuis déjà une vingtaine d'années et qui évidemment a été mise à jour régulièrement. Alors pourquoi est-ce à la fois un outil de formation et d'aide à la décision? Simplement puisqu'il intègre des cours de droit plus détaillés que ceux que nous verrons aujourd'hui, des cours qui sont en phase avec la version longue de la formation. Nous voyons absolument tous les éléments, y compris même les voies d'exécution, les saisies, etc. Mais également, outre cet aspect formation, cet aspect un petit peu académique, il intègre également un outil d'aide à la décision qui simule une consultation d'avocat qui vous pose un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, une procédure vous sera conseillée, procédure qui tiendra donc compte de la nature de votre créance, de la situation de votre débiteur. Mais l'intérêt particulier, c'est pour ça que ça se mélange, formation et aide à la décision se mélange, c'est parce que avant que vous répondiez à une question, le pourquoi de la question vous est expliqué. Par exemple, quand on vous dit votre débiteur conteste-t-il sérieusement le bien fondé de votre créance, il faut savoir ce qu'est une contestation sérieuse, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, vous apprenez ce qu'est une contestation sérieuse avant de répondre à la question, de sorte que lorsque Créance Plus vous conseille une procédure, vous aurez la quasi-certitude que la recommandation sera la bonne, puisque vous aurez répondu en connaissance de cause à la question qui vous est posée. Et ensuite, Créance Plus vous donne la possibilité de mettre en œuvre la procédure en vous expliquant les tenants, les aboutissants, en vous montrant une simulation de plaidoirie d'avocat, si on doit en arriver là, etc., etc. Voilà, merci de votre attention. Au revoir.